a évoqué la pédiatrie, eh bien, on va en parler un peu plus en détail. Mieux connaître les signes de la douleur pour mieux la reconnaître chez les enfants qui ne peuvent pas encore la verbaliser, eh bien, c'est une étape essentielle dans leur prise en charge, surtout de ces enfants qui sont confrontés à des douleurs aiguës et ou récurrentes. Alors, comment diagnostiquer de façon précoce pour éviter le stress, l'anticipation et la modification de la perception de ces douleurs? Monsieur le Président, c'est ce dont l'oratrice que vous allez nous présenter va nous entretenir. Merci beaucoup. Donc, c'est un plaisir d'introduire le professeur Véronique Delven, qui est docteur en médecine et qui a fait une spécialisation ADS en psychiatrie, puis assiste son agrégation d'enseignement supérieur. Elle est directrice du service de psychiatrie du bébé, de l'enfant et de l'adolescent et du jeune adulte à l'hôpital universitaire de Bruxelles. Et elle est chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital universitaire des enfants Henri de Fabiola. Elle est par ailleurs professeure à l'ULB. Et donc, cette spécialité, la prise en charge des enfants, on vient de le rappeler, tout le monde évidemment est interpellé par le fait qu'un enfant peut souffrir, et la souffrance chez l'enfant est probablement se manifeste par des signes différents de l'adulte qu'il faut essayer de dépister. Et par ailleurs, probablement que la prise en charge est également fondamentalement différente, avec notamment, je crois qu'on va y assister, une approche multidisciplinaire pour l'enfant dans sa globalité. Donc c'est un plaisir d'entendre le professeur Delven qui va nous parler des aspects psychologiques et psychopathologiques de la douleur chez l'enfant. Vous avez la parole. Merci, professeur Chen, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs, chers collègues. C'est aussi un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et un plaisir aussi de pouvoir vous présenter ces questions importantes qui concernent les aspects psychologiques et psychopathologiques de la douleur chez l'enfant. Alors, Madame la Vendôme m'a ouvert un peu la porte, il y a un certain nombre de choses qui vont se recouper, mais c'est vrai que notre métier, c'est parfois de guérir, mais c'est en tous les cas toujours certainement de soulager. Et au fond, je ne sais pas pourquoi, on va faire comme ça. La question de la douleur repose le positionnement de la relation entre le corps et l'esprit, puisque la douleur en soi, comme on vous l'a expliqué juste avant, est aussi une dimension qui prend en compte le vécu, l'aspect émotionnel. Alors, la particularité de la reconnaissance de l'enfant dans l'histoire, elle est seulement venue à la Renaissance. Et au fond, René Descartes, et j'ai pris même chez Macou, la Vendôme, c'est un enfant qu'il présente et où il montre que la douleur est un signal d'alarme important pour la survie. Et c'est pour la première fois une image d'enfant. Et c'est le moment où émerge la conscience de l'importance de prendre en compte les enfants. Il y a eu un autre point important dans l'histoire qui est la valeur évolutionniste de la douleur dans la survie de l'espèce, dans la théorie darwinienne. Et puis alors il y a un point intéressant aussi dans les hypothèses d'Eric Kandel, je pense qu'il fonctionne comme qui a montré comment, au fond, la douleur et la nociception, non pas la douleur, mais la nociception, étaient à l'origine des processus de la mémoire. Et là, il est étudié autour des micro-organismes très primitifs, mais dont on montre que la mémoire initiale était basée sur des éléments nociceptifs. On sait maintenant qu'il y a une mémoire déclarative, qu'il y a une capacité de mémorisation et de pensée sur soi qui est liée à ça. Je vous passe aussi quand même les quelques remarques des philosophes anciens qui liaient de manière assez complexe la question du plaisir et de la douleur, ou du fait de devoir surmonter la douleur dans une position stoïque. Alors, c'est la même définition que vous, mais alors je la reprendrai du côté de la vision développementale de l'enfant comme une expérience personnelle, mais qui, et c'est là peut-être le point intéressant qui fait qu'on peut dialoguer aussi entre les pédiatres et les médecins de l'adulte, c'est qu'une grande partie de la manière dont on va appréhender la douleur ultérieurement est aussi fonction des expériences de vie antérieures
et aussi outre sa valeur adaptative, les éléments néfastes sur le fonctionnement. Mais là, il y a même des questions qui se posent sur la valeur, peut-être même évolutive, je vais y revenir, de la douleur chronique, puisqu'elle existe, à quoi elle sert. Très longtemps, la douleur a été aussi prise en compte quand on pouvait l'énoncer, c'est-à-dire que tout sujet qui ne pouvait pas dire qu'il avait mal, on considérait qu'il n'avait pas mal. Sachant en plus que la douleur est subjective et qu'on n'a pas de marqueur de la douleur. On a des phénomènes observationnels de la douleur. Je vais y revenir chez les tout petits, mais on n'a pas de marqueur spécifique de la douleur. Alors très longtemps, on a considéré que l'enfant n'avait pas mal. La prise en compte de la douleur de l'enfant, c'est une trentaine d'années au grand maximum. Les bébés ne sentent pas la douleur. Si on ne peut pas la mesurer, c'est qu'elle n'existe pas. La question des analgésiques et de l'utilisation des analgésiques chez les bébés ou en prématurité était un vrai problème. Alors c'est vrai qu'ils ont un effet toxique, mais la douleur en soi, chez le prématuré ou chez le bébé, je vais y revenir, a aussi une fonction toxique. Donc c'est là aussi un choix complexe entre la peste et le choléra, mais qu'est-ce qu'il est important de faire? Certainement, en tous les cas, de mettre en place des mesures qui préviennent la douleur. Et on a longtemps pensé qu'il n'y avait pas de conséquences à la douleur. Là, on a mal une fois et puis c'est passé, pour une piqûre, une vaccination. Et on va voir en fait que c'est loin d'être le cas. Et juste une parenthèse sur la question des femmes, puisque Georges le soulevait, je pense que les femmes, dès l'âge de l'adolescence, en tous les cas, commencent à avoir des vécus douloureux, notamment autour des règles douloureuses. On en parle de plus en plus à l'heure actuelle. Longtemps négligé aussi ces conséquences-là. Plus les épisodes de maternité font qu'il y a une expérience de la douleur chez les femmes qui peut-être compte aussi dans l'évolution ultérieure. Parce qu'il y a une mémoire, et on va en parler de cette mémoire, mais on va d'abord considérer un point très important, et je dois faire un peu d'embryologie du processus douloureux, c'est que la douleur chez l'enfant, elle est différente de la douleur chez l'adulte. Et il y a une importance particulière de la douleur procédurale, c'est-à-dire de toutes les procédures médicales que l'enfant va vivre dans son enfance et dont le rôle est important dans la mémoire. Alors, ce schéma est un petit peu compliqué, mais c'est le même que vous a montré tout à l'heure de manière plus imagée la Vendôme. Mais si vous voyez les cercles rouges dans le dessin, c'est les endroits où le processus de transmission des phénomènes nociceptifs sont transmis au cerveau et sont différents chez le prématuré ou en tout cas chez le bébé naissant par rapport à l'adulte. Alors on commence par la transduction au niveau des récepteurs nociceptifs, qui sont les récepteurs à stimulation mécanique, thermique, chimique, qui transmettent l'information au système nerveux. Et bien en fait, on voit que chez le bébé à peine né ou prématuré, il y a peu de différence entre les récepteurs tactiles et nociceptifs. Ah, ça c'est déjà important, ça veut dire qu'il peut y avoir une confusion entre la question du toucher et la question de la douleur, au sens nociceptif du terme. La transmission ensuite jusqu'au cerveau, et on voit qu'au niveau cortical aussi, l'organisation corticale encore immature du nouveau-né montre que la réponse corticale au toucher à la nociception est similaire, alors que chez l'adulte, elle est différenciée. C'est tous les tests que vous expliquez au niveau du test du toucher. Au niveau de la modulation, c'est-à-dire des voix descendantes qui viennent d'une certaine manière atténuer, notamment en situation de danger aigu, eh bien on a moins mal, ça c'est évolutionniste. Eh bien, ces voix descendantes, chez le nouveau-né, sont non encore actives, ou très peu actives. Donc elles n'imitent pas, au niveau de la moelle, le stimuli douloureux. Et par ailleurs, il y a une myélinisation qui est encore loin d'être complète, et un signal qui dès lors est plus lent. Donc, pour faire simple, un bébé ou un prémat, ou un très jeune enfant, il a plus mal
plus longtemps mal et il y a moins de phénomènes inhibiteurs de la douleur. Donc ça, c'est vraiment un élément très très important parce que peut-être que ça peut donner des éléments de compréhension sur le développement de la douleur chez les adultes à partir des expériences infantiles de douleur. Alors c'est vrai, il y a différents types de douleurs, on l'a déjà dit, il y a des aspects sensorio-discriminatifs, mais aussi affectifs, émotionnels, cognitifs et comportementaux, sur une manière d'anticiper, d'interpréter ou de se défendre, et puis les processus de mémorisation avec, comme on l'a dit, des seuils différents, des attitudes différentes, des sensations différentes. Et je terminerai mon exposé par des personnes aussi, des enfants, qui peuvent percevoir toutes ces choses-là de manière différente dans certaines populations cliniques particulières. Alors le premier point, c'est la question de la douleur aiguë chez l'enfant. Son aspect, évidemment, elle dépend de la fonction étiologique, donc pourquoi l'enfant a mal, s'il a une maladie, s'il est blessé, etc. Mais aussi le fait qu'un certain nombre d'actes médicaux, dits procéduraux, vont créer de la douleur chez l'enfant, c'est toutes les vaccinations notamment. Et on voit qu'il y a à la fois un lien très intense entre la peur et la douleur. Et ça, on le verra aussi, c'est vrai même au niveau des processus corticaux. Et que donc il y a des facteurs prédisposants qui sont essentiellement génétiques, des facteurs précipitants qui sont liés aussi à l'environnement dans lequel les procédures se passent, des facteurs qui perpétuent aussi cette peur et cette douleur aiguë qui sont liés à tout ce qui a pu se passer lors des premiers actes procéduraux, et des facteurs protecteurs qui sont liés surtout à des copings psychologiques, à un tempérament, qui peuvent moduler en tous les cas cette douleur aiguë chez l'enfant. On voit qu'il y a toute une série de procédures qui sont mises en place, par exemple, dans les situations de vaccination, mais on voit aussi que cette notion peur-douleur peut faire un cercle vicieux et augmenter progressivement au niveau des procédures successives. Et c'est quelque chose, j'anticipe un tout petit peu sur la question de la douleur aiguë, mais on retrouve parmi les enfants qui ont une douleur chronique, des enfants qui ont eu une succession d'actes procéduraux, notamment dans les maladies chroniques, qui ont eu un nombre beaucoup plus élevé d'actes médicaux. Si on prend le prématuré en salle de néonat, il y a entre 7 et 15 procédures douloureuses par jour. Donc c'est très très important de pouvoir prévenir et d'être très très attentif à la prévention de la douleur dans ce contexte-là, chez le tout petit mais aussi chez l'enfant, probablement aussi quand même pour prévenir les problèmes douloureux ultérieurs de l'adulte. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de la douleur, mais j'ai la chance de travailler à l'hôpital des enfants depuis quand même de nombreuses années. Et j'ai une mémorante qui a travaillé sur cette question-là, parce qu'elle avait hésité entre la pédiatrie et la pédopsychiatrie, et finalement elle a fait la pédopsychiatrie, mais en revenant à la pédiatrie, en travaillant avec l'équipe de douleur chronique de Christine Fontaine, et puis je pense que le professeur Casimir à l'hôpital des enfants a beaucoup contribué à mettre en place une prévention de la douleur aiguë de l'enfant. Et ça demande des procédures très importantes, ça demande aussi une éducation, je vais y revenir. Je commence chez le tout petit. Donc chez le prématuré, le tableau à droite, c'est ce que je vous ai expliqué, des particularités au fond des voies de la douleur chez le prématuré, sensibilité plus élevée à la douleur, intensité, durée, et très peu de signes visibles au fond pour comprendre s'ils ont mal. Je vais vous dire un peu comment on fait. Mais il y a des conséquences à long terme. Alors, dans une revue de littérature, ce qu'on retrouve, c'est des éléments de dysfonction cortico-sous-corticale, de mort neuronale, d'altération de la microstructure cérébrale, de troubles du neurodéveloppement. En fait, actuellement, la pédopsychiatrie a évolué vers un mode extrêmement développemental. Donc, au fond, c'est comment est-ce qu'on intègre toutes les expériences depuis les 9 mois anténatales
jusqu'au moment de la naissance et après, c'est-à-dire que la constitution du cerveau, et notamment du cerveau dans ses liens entre le cerveau émotionnel des noyaux de la base et du cortex préfrontal, au fond, se constitue dans le développement progressif, y compris déjà en anténatal. On sait que les récepteurs nociceptifs, c'est 20 semaines in utero pour le premier développement. Et donc, vous le voyez, il y a des phénomènes d'hyperalgie et de douleur chronique chez l'adulte qui ont été décrits à partir des problèmes de douleur chez le prématuré et a fortiori des éléments de dépression et de symptômes de stress post-traumatique. Alors, la douleur aiguë, c'est une des plaintes majeures aux urgences pédiatriques. Et juste pour donner un exemple, mais ce n'est pas le cas chez nous, mais en discutant avec Christine Fontaine, qui est responsable d'études chroniques, elle dit parfois aux urgences, on ne fait pas encore totalement attention à la question de la douleur, mais au Québec, 60% des cathétérisations urinaires dans un hôpital pédiatrique aux urgences ne sont pas associées à des procédures d'analgésie. C'est quand même, et la moitié pour des placements de cathéters. Donc, les procédures aux urgences sont pour la plupart souvent douloureuses, avec une douleur qui est difficile à évaluer ou qu'on n'a pas le temps d'évaluer, puisque c'est aussi la question de l'urgence, mais dont on pense quand même qu'elle devrait être encore améliorée, devrait être encore réduite. Sinon, elle augmente le stress lié à l'hôpital, elle entraîne des mauvais souvenirs, des expériences désagréables et souvent une réduction des résultats de la procédure médicale engagée. Vous le voyez, peur, anxiété, phobie, détresse, syncope vagale et catastrophisme, d'ailleurs à l'extrême de ces éléments-là. Alors, comment est-ce qu'on évalue la douleur? Évidemment, il y a les échelles analogiques visuelles qui sont des échelles d'auto-évaluation. Alors, on utilise aussi celle des visages chez l'enfant, qui est souvent plus parlante et plus amusante. Mais ces procédures-là, c'est à partir de l'âge de 4-5 ans à peu près. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants plus jeunes? Alors, il y a des éléments observationnels et physiologiques, comme des indicateurs de comportement, d'irritabilité, de cris, de pleurs, de troubles du sommeil, voire des éléments de tension artérielle, de rythme cardiaque, etc. Mais les prématurés, comme je vous disais qu'en plus chez eux c'est encore plus important et plus à risque, je vous en ai mis deux, celle qu'on utilise à l'UD et on l'utilise d'ailleurs même chez l'enfant plus grand, c'est la FLAC qui reprend au fond des scores liés à l'apparence douloureuse sur le visage, à la position des membres, au niveau d'activité, aux aspects de cri, aux aspects de consolabilité. Et celui-là, même en service de néonatologie, ça fonctionne bien. Les autres, elles sont globalement bien corrélées toutes les deux. Et d'ailleurs, elles sont corrélées aussi de manière très importante avec les échelles visuelles dont je vous parlais. Donc vraiment, pour les infirmières, on peut utiliser l'un ou l'autre finalement. Et elles sont d'ailleurs dans le dossier infirmier à l'hôpital des enfants. Alors, cette question du lien de la douleur aiguë et de la peur, avec des effets secondaires à long terme, mais ça, ils sont tout à fait connus, ils sont liés au processus de mémoire implicite, essentiellement implicite et non déclarative, qui est au fond une trace mnésique neurobiologique. C'est celle qui est activée via le système du stress et dont le site au niveau de la mémoire implicite est l'amygdalienne. C'est-à-dire que ça va créer ultérieurement un réflexe douloureux ou une réactivation physiologique de la douleur par des mécanismes qui, eux, sont tout à fait inconscients. Donc autant la perception de la douleur peut être consciente, autant les mécanismes qui la réactivent sont inconscients. Donc on voit qu'à court terme, il y a plus de pleurs, plus de douleurs, plus de symptômes, des procédures qui sont plus compliquées, une réduction des vaccins pour ces raisons-là, nécessité de sédation, etc. Et à long terme, une peur anticipatoire, une sensibilisation, des phobies des aiguilles, et effectivement de l'anxiété et de la dépression.
Tout ça est en fonction du niveau de développement, du tempérament, je vais y revenir, sur la question du sexe aussi. Et donc, si on reprend ici les facteurs anticipatoires, ce que l'on voit, c'est que dans les facteurs prédisposants, si un enfant a déjà une psychopathologie particulière, est anxieux, déprimé, c'est un facteur de risque. Si son tempérament est un tempérament dit difficile, c'est-à-dire un enfant avec une hyper-émotionnalité, une agitation, etc., c'est aussi un facteur. Sur le sexe, les études sont divergentes, dans tous les cas chez l'enfant. Par contre, vous voyez aussi dans les facteurs prédisposants, les parents et l'anxiété des parents, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un élément déterminant sur la peur et le stress chez l'enfant, et l'expérience douloureuse du parent aussi est transmise forcément intersubjectivement, c'est-à-dire dans la relation parent-enfant, aux procédures chez l'enfant. On voit qu'au moment présent, s'il y a des problèmes comportementaux, ça peut aggraver, et dans les facteurs qui font persister ces éléments-là, il y a les éléments cognitifs de l'enfant, mais aussi et surtout l'anticipation, la situation de stress et le comportement parental qui sont déterminants dans la perpétuation des problèmes douloureux chez l'enfant. Et bien sûr, dans les facteurs précipitants, c'est le comportement antérieur et les événements douloureux antérieurs. Donc plus un enfant a eu des événements antérieurs douloureux, plus il y a des facteurs de risque que ça passe aussi vers une anticipation de la douleur, une peur des piqûres, des phobies ou du stress post-traumatique. Alors, les dentistes connaissent ça très bien. L'équipe douleur est parfois appelée par des enfants qui ne veulent même pas franchir le sol de l'hôpital, où ils se cachent sous la table pendant la consultation. Et malheureusement, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, on peut faire du travail de désensibilisation dans ces cas-là, mais une fois que la phobie est installée, c'est très compliqué pour désensibiliser l'enfant. Donc, effectivement, la solution, c'est de prévenir. Vous voyez, il y a des recherches assez intéressantes aussi sur la question de la valeur écologique, mais aussi évolutionniste du lien entre la mémoire et la douleur, et notamment la peur. Parce qu'effectivement, c'est au niveau du cortex préfrontal que les choses se passent avec un phénomène d'auto-entretien similaire. C'est une étude tout à fait récente dans Nature Neuroscience, qui est en plus une étude expérimentale chez l'animal, mais qui montre l'auto-renforcement peur-douleur. Enfin, vous avez vu que les parents jouent un rôle majeur dans cette question-là. Il y a toute une approche qui nécessite de les prendre en compte. Formation des soignants à la douleur chez l'enfant, immaturité et sur l'immaturité du système de la douleur, des procédures très claires pour éviter la douleur procédurale, un environnement adapté aux enfants, et là les urgences, les nouvelles urgences que je vous invite à visiter ont ce côté justement distracteur, plaisant, organisé spécifiquement pour les enfants, mais avec aussi des éléments de réalité virtuelle. On ne prépare pas les instruments devant l'enfant et ses parents, parce que sinon ça fait peur, donc sur le côté. On parle aux parents et on les invite à être présents s'ils ne sont pas trop anxieux, parce que s'ils sont anxieux, ça va aggraver le problème. Et on utilise un langage de confort. On les distrait, on parle de ce qu'ils aiment faire, on encourage, on dit ce qu'on va faire, on ne dit pas que ça ne va pas faire mal. Voilà. Il y a tout ce qu'on appelle le conforto qui est important, et puis l'utilisation bien sûr des moyens, crème anesthésiante, mais ou pas, ou glucose chez le tout petit, ou allaitement chez le tout petit, c'est très très bien aussi. Alors, sur la question de la douleur chronique chez l'enfant, c'est aussi plus de 3 mois, et vous voyez, c'est bien sûr toute l'approche biopsychosociale, développementale, j'ai rajouté, et environnementale. Parce que le développemental, vous l'avez vu, c'est quand même des notions extrêmement récentes, mais qui montrent comment les choses s'inscrivent dans une mémoire implicite. Sur les facteurs qui modulent la douleur chronique chez l'enfant, elles sont les mêmes que chez l'adulte, mais c'est probablement aussi des antécédents chez l'enfant qui peuvent expliquer certaines choses chez l'adulte.
C'est bien sûr les aspects de soutien social, de facteurs culturels, de soutien par les pairs. On va voir que là aussi, ça peut moduler des éléments péjoratifs. Le modèle familial, les expériences des parents au niveau de la douleur, et puis des facteurs biologiques, des stratégies de coping spécifiques de l'enfant, c'est-à-dire que c'est des coping négatifs ou des coping positifs, et c'est en ça aussi que les phénomènes de distractabilité ou de travail, par exemple, avec la réalité virtuelle permettent de tourner finalement l'attention vers autre chose que le stimuli douloureux. Et tout un certain nombre d'interventions qui, bien sûr, prennent en compte la médication, mais qui sont d'abord des interventions non médicamenteuses pour traiter la douleur chronique chez l'enfant, avec beaucoup de thérapies physiques, d'exercices physiques, de thérapies cognitivo-comportementales, mais qui tendent de plus en plus vers le mindfulness, la relaxation, des stratégies de coping positives, un retour aux activités antérieures, parce que souvent il y a une déscolarisation associée qui est très importante, et un travail avec les parents. Alors, la douleur chronique chez l'enfant, c'est souvent une douleur passée qui a été inaperçue. Alors, je parle aussi aux bébés qui ne parlent pas, les patients IMC aussi, les patients avec une déficience intellectuelle qui n'ont pas accès au langage, et j'ai rajouté les patients avec un trouble du spectre autistique, dont je dirais peut-être un petit mot si j'ai le temps, avec un impact négatif aussi sur leur développement et sur la fonction scolaire, parce que ceux qui sont en douleur chronique sont souvent des insérés de l'école. Et ça nécessite une évaluation multidisciplinaire dans laquelle il y a bien sûr aussi une psychologue, une infirmière, une kiné, mais aussi un pédopsychiatre. Et à l'hôpital des enfants, dans l'équipe de douleur chronique, moi je suis supervise depuis 1 an et demi, c'est presque la moitié des situations qui est vue par le pédopsychiatre. C'est aussi parce qu'ils en ont un. Mais c'est aussi parce que ces enfants-là ont un chronic pain grading scale, c'est-à-dire une évaluation de la gravité de la douleur chronique qui est très élevée. Ils sont en stade 3 et 4, tous ceux qui arrivent dans l'équipe de douleur chronique adulte, avec des troubles du sommeil, des éléments de dépression, d'anxiété, des symptômes de stress post-traumatique, des antécédents de suivi psychologique antérieur, des idéations suicidaires et du décrochage scolaire. Donc l'impact de la douleur chronique chez l'enfant est majeur. Quand on sait qu'elle est liée à la douleur aiguë antérieure, c'est quand même très important. Alors ici, c'est les voies de recherche à l'heure actuelle entre la douleur chronique et les troubles internalisés de santé mentale, qui sont en gros l'anxiété et la dépression, parce que ce qu'on voit, c'est qu'elles partagent une même vulnérabilité au niveau à la fois de l'axe du stress, de la réorganisation neuronale, des phénomènes d'inflammation qui sont activés de la même manière, et avec des liens sur l'influence parentale, mais aussi les particularités génétiques qui sont communes. Donc c'est là qu'il y a certainement tout un pan de recherche très important. Exprimé autrement ici entre les symptômes de stress post-traumatique liés aux procédures douloureuses et la douleur chronique, on voit qu'il y a des patterns d'activation partagés au niveau du trauma sur le cerveau. Et un point très très important qui est le lien avec ce qu'on appelle les adverse childhood events, qui sont les événements de vie problématiques. Alors ça peut être des catastrophes naturelles, des accidents, mais aussi surtout des moments de maltraitance, de négligence, de harcèlement par les pairs. Ça aussi c'est un point très important qui peut aggraver un phénomène douloureux, bien sûr l'influence parentale. Alors, je vais terminer avec deux particularités de la question de la douleur chez l'enfant. C'est la douleur dans les troubles du spectre de l'autisme ou chez des enfants qu'on peut considérer comme neuroatypiques. Et dans l'équipe douleur, on a observé qu'il y en avait quand même pas mal dans l'équipe douleur chronique. Ils ont 2 fois plus de douleur, mais elle est très souvent non diagnostiquée ou très tard en fonction des difficultés d'évaluation de la douleur chez ces patients-là. Ils ont un seuil différent, ils ont
souvent des sensations d'allodynie, c'est-à-dire le toucher est douloureux pour eux, et en même temps on décrit des hypoesthésies, mais ils ont des sensations de chaleur paradoxales. Au fond, chez les neuroatypiques, ils ont un développement et une appréhension du monde et un cerveau qui est organisé différemment, mais qui crée alors un rapport à la question de la douleur complexe. Ils ont des comorbidités associées à la douleur importantes, comme l'hyperlaxité et des troubles gastro-intestinaux dans l'enfance très fréquents. Donc ça aggrave aussi leur expérience à la douleur, qui en plus n'est pas diagnostiquée. Ils ont une expression émotionnelle qui est difficilement lisible. Ce n'est pas la même, ils ne partagent pas le même sharing d'expression émotionnelle. Et donc, on peut, à ce moment-là, ne pas être un peu confus pour comprendre ce qui se passe pour eux. Alors, on en arrive souvent, et ça, c'est les tableaux les plus graves qui arrivent aux urgences, c'est ce qu'on appelle les doubles diagnostics, déficience intellectuelle, autisme et troubles du comportement. Donc, 50% des cas, c'est des foyers douloureux, non diagnostiqués, non repérés. Et, alors, avec un point très important, c'est que les conduites automutilatoires qui surviennent à ce moment-là en viennent à être antidouleurs. Et donc, ce dernier point de particularité que je voulais partager avec vous, ce sont ces patients qui font des conduites automutilatoires. Chez les adolescents, avec des troubles psychiatriques, l'instabilité émotionnelle, des antécédents de maltraitance, c'est pas rare d'avoir des conduites de cutters, ils se coupent, ils font des lésions auto-infligées. Et il y a trois hypothèses. Soit l'analgésie, 50% des cas, la douleur qu'ils s'infligent diminue leur souffrance psychique, ça c'est quand même important. Dans 30 à 40% des cas, ils recherchent cette douleur physique pour diminuer la souffrance psychique et les émotions négatives. Et après cette coupée, ils ont un vécu émotionnel qui est moins douloureux. Et troisième mécanisme, c'est la compensation douloureuse, c'est-à-dire que si on rajoute douleur psychique, douleur physique, eh bien au bout du compte, on a un effet de soulagement émotionnel après. Alors, on estime à ce moment-là qu'elle vient renforcer le comportement en régulant les émotions. Donc ça, c'est ce qui est très complexe entre le corps et le psyché, c'est comment une douleur auto-infligée peut venir apaiser quelqu'un qui est une douleur psychique. Alors, ce que me disait Christine Fontaine, avec qui j'ai quand même discuté de mon exposé, elle me dit, mais nous, quand c'est une douleur morale, on n'appelle pas douleur, on dit souffrance. Bon, je laisse ça au débat. Nous, on dit quand même parfois douleur. Un dernier petit point, parce qu'on n'a pas eu l'exposé sur les troubles du sommeil, c'est qu'une altération du sommeil et la douleur tôt dans la vie ont un impact majeur sur le neurodéveloppement et que le manque de sommeil chez l'enfant vient aggraver la douleur, et vice-versa, bien sûr. Donc, pour conclure, cette prise en compte d'abord de la douleur aiguë chez l'enfant et certainement de la douleur qu'on peut leur infliger nous lorsqu'on fait des actes procéduraux doit être traitée, prévenue, encadrée et afin de l'éviter au maximum, a fortiori s'il y a des procédures répétées, certainement chez les plus petits et chez les prématurés. Parce qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans le modèle biopsychosocial, la complexité de l'être humain entre son corps et son psyché, qui s'organise à ce moment-là et qui donne probablement des conséquences aussi à l'âge adulte. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Delven, pour ce très bel exposé qui nous a appris à la fois les similitudes, mais surtout les grandes différences entre l'adulte et l'enfant et la complexité de la prise en charge. Est-ce qu'il y a des questions venant de la salle pour commencer? Moi, j'en ai une sur mon tête. Alors, moi, j'en ai peut-être une également, qui recoupe d'ailleurs, j'avais voulu la poser à Mme Fordon, mais qui avait été bombardée de questions, donc je m'étais abstenu. La conception de la douleur aiguë dite protectrice. Alors moi, ça me choque un petit peu. J'imagine que c'est un peu historique. Alors, vous avez toutes les deux montré la fameuse image de l'enfant qui met son pied dans le feu et qui retirait. Bon, là, on voit bien évidemment que la douleur est protectrice.
Mais après, dire maintenant que la douleur aiguë est protectrice, ça me paraît curieux parce qu'on voit bien que c'est l'inflammation qui est éventuellement protectrice parce que ça permet la cicatrisation, etc. Mais la douleur en elle-même n'est pas vraiment protectrice. Parce que si c'était le cas, on en arrive à dire traiter une douleur aiguë qui est protectrice devrait être contre-productif, ce qui évidemment n'est pas le cas. Donc je crois que cette terminologie de dire que la douleur aiguë est protectrice, actuellement, en tous les cas dans les temps modernes, me semble un peu dépassée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est un petit peu... Madame là, maintenant, pour éventuellement intervenir également. Parce que, évidemment, vous l'avez expliqué, c'est que cette douleur aiguë, chez l'enfant, en tous les cas, va faire le lit à toute une série de troubles de comportement par la suite. Alors, tout à fait. C'est vrai que dans les temps modernes, c'est une notion qui peut paraître inadéquate. Au fond, quand on dit qu'elle est protectrice, c'est protectrice au niveau de l'espèce, donc c'est dans une vision évolutionniste de la médecine, c'est-à-dire que quand on a mal, alors quand on a mal et qu'on est en situation de danger, on a moins mal. C'est là que les phénomènes des voies descendantes vont inhiber la douleur, parce que l'objectif, et là je suis purement dans une vision évolutionniste, ou éthologique d'ailleurs, parce que c'est la même chose chez l'animal, c'est de pouvoir fuir le danger même si on est blessé. Par contre, après, chez l'enfant, la douleur, et d'ailleurs l'enfant est très facilement douloureux et pleure facilement s'il a mal, c'est pour activer la protection du groupe et la protection des parents. Donc c'est en ça aussi qu'elle a une fonction protectrice. Mais peut-être que je laisse réagir aussi. Juste pour ajouter un petit peu, elle est protectrice tant qu'elle est de courte durée et qu'elle est, si vous voulez, contrôlée. À partir du moment où elle dure plus longtemps ou que son intensité est extrêmement importante, alors elle devient justement un peu dangereuse pour l'organisme. Et il y a tout un débat actuellement justement pour le traitement des douleurs aiguës. Il y a un article qui a été publié récemment, je pense que c'est dans Nature ou dans Science, qui a un gros débat, les lombalgies aiguës, si on les traite avec des anti-inflammatoires, eh bien ça favoriserait le développement de douleurs persistantes, justement parce qu'on module l'inflammation d'une façon qui n'est peut-être pas optimale. Donc c'est certain que douleur zéro, vouloir totalement la contrôler, ce n'est peut-être pas bon non plus. Mais certainement la douleur aiguë, si elle est contrôlée dans le temps et en intensité, elle a un rôle de protection de l'intégrité de l'organisme. Professeur Smith, là, vous passez le micro. Merci beaucoup. Pour rebondir un peu là-dessus, j'ai bien aimé quand vous avez signalé l'importance vraiment marquée de la relation peur-douleur. En fait. Parce qu'un enfant, comme vous l'avez dit, a beaucoup de raisons d'être douloureux. Il tombe dans la cour de récréation, il s'écorche le genou, ça fait à la limite plus mal qu'une prise de sang. Mais on a l'impression, en vous écoutant, que si la douleur aiguë est liée à la peur, elle peut être plus délétère au niveau de la mémoire et du risque de devenir chronique. Et alors j'ai une deuxième petite question par rapport aux coliques. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces coliques? Il y a certaines études qui prouvent que ces enfants qui ont eu beaucoup de coliques seraient plus à risque d'avoir des douleurs chroniques après. Est-ce que c'est vraiment plus lié sur un background génétique défavorable? Est-ce qu'il y a d'autres explications? Merci. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, dans les études qui ont été faites ici, notamment, qui sont complètement récentes et qui montrent ce lien entre peur et douleur dans un phénomène de potentialisation, mais aussi d'auto-entretien, et qui sont éthologiques, qui sont faits chez l'animal, chez la souris. Au fond, c'est exactement l'exemple que vous donnez, c'est que l'enfant il ne va pas avoir peur de retomber dans la cour de récréation, par contre il va avoir peur de retourner à l'hôpital pour faire une prise de sang. Parce qu'il y a le contexte et aussi l'anxiété et la peur de ses parents. Et donc en fait, ça c'est un point clé et qui montre combien c'est important de prévenir la douleur à l'hôpital, même si, comme vous le dites, une prise de sang, ça fait moins mal que de s'écorcher le genou, tomber en vélo. Parce qu'il y a le contexte dans lequel c'est organisé.
Alors, oui, la question des coliques. Je n'ai pas de réponse, sauf que, et c'est pour ça que j'avais quand même rajouté la slide sur la douleur et le trouble du spectre de l'autisme. On sait que chez les enfants avec autisme, il y a souvent beaucoup d'antécédents de coliques aussi. Pourquoi, on n'en sait rien. Peut-être pour des raisons génétiques, on n'en sait rien. Mais je crois que c'est des pistes à explorer et certains qui travaillent notamment sur la prévention assez précoce des troubles neurodéveloppementaux s'axent sur la question des douleurs et notamment des douleurs gastro-intestinales, des coliques. Mais ça reste vraiment encore pour le moment dans le champ de la recherche. On va prendre la question qui vient du web. C'est le professeur Lamy qui revient pour une question sur la prématurité. Merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup appris, Madame Delven, sur la douleur chez l'enfant, et en particulier chez le prématuré. J'étais très impressionné de savoir que la répétition des phénomènes douloureux chez le prématuré induit des altérations microstructurelles cérébrales et des troubles du neurodéveloppement. Vous avez aussi mentionné des phénomènes d'hyperalgésie et de douleur chronique chez l'adulte. Est-ce que cela c'est anecdotique ou bien des études épidémiologiques ont-elles montré que statistiquement, les adultes nés prématurément présentaient une incidence plus élevée de douleur chronique? Alors, je vous remercie beaucoup de votre question et je pense qu'on ne sait pas encore y répondre complètement parce que les équipes, donc on a mis en place des follow-up de grands prématurés, professeur Casimir sera peut-être plus précis que moi, mais ça doit faire une grosse dizaine d'années, peut-être une quinzaine d'années, donc on n'a pas encore assez de recul à l'heure actuelle sur le suivi des grands prématurés pour pouvoir répondre à cette question-là à l'âge adulte, je pense. Par contre, les données que j'ai citées, qui sont des données assez récentes, semblent aller dans ce sens-là. Et si alors, les suivis de grands prématurés ont surtout été mis en place par l'observation des neuropédiatres et des pédopsychiatres d'un nombre beaucoup plus important de troubles dits neurodéveloppementaux, comme les troubles des apprentissages, le TDAH ou même l'autisme chez des enfants avec une grande prématurité. Donc je crois que là, c'est encore tout un champ de recherche et il faudrait que je vérifie, mais je n'ai pas le souvenir qu'on teste la question douloureuse dans le suivi des grands prématurés, mais je demande à mes collègues, parce que ce qu'on teste surtout, c'est leur QI, leur fonction cognitive, leur fonction d'apprentissage, leur fonction motrice. Mais je ne suis pas encore sûre qu'on évalue la question du seuil à la douleur. C'est peut-être une très bonne question à rajouter. Pour des questions de temps, on va prendre deux questions, Élie Gourgon et puis notre secrétaire perpétuel. Puis on continuera cette session. Merci pour cet exposé. Donc, l'intelligence artificielle, on peut la mettre à toutes les sauces actuellement. Notre question porterait sur cela, à la fois dans le cadre de l'évaluation de la douleur, est-ce qu'on a développé des logiciels de reconnaissance faciale et vocale, notamment chez les petits qui ne peuvent pas vraiment s'exprimer autrement, et au plan thérapeutique, des agents conversationnels. On a vu que c'était important de pouvoir gérer la douleur chronique chez l'enfant en discutant avec lui, et donc est-ce que l'intelligence artificielle a déjà été utilisée dans ce type de contexte? Merci beaucoup pour votre question. Sur la première question, je ne sais pas. Je n'en sais rien, à ma connaissance. Sur la deuxième question, dans les programmes de rééducation des enfants avec de la douleur chronique, il y a maintenant des outils informatiques, il y a des programmes qui sont essentiellement des programmes aussi d'apprentissage, à la fois de la distraction, des coping cognitifs pour faire face à la douleur, mais aussi des facteurs de connaissances, aussi d'éducation à la douleur, qui existent avec des programmes séquencés sur 6 semaines, qui se font online, dans lesquels il faut aussi rajouter les parents. Parce qu'au fond, dans la gestion de la douleur chronique chez l'enfant, si on ne rajoute pas le même type de travail avec les parents, au fond, ça n'aide pas. Mais ça existe, ça commence à émerger. Il y a une question, Georges Casimir. Oui, très brièvement, merci pour l'exposé.
C'est évident qu'on ne se préoccupe de la douleur chez l'enfant, comme vous l'avez dit, que depuis 30 ans. C'est quand même impressionnant, on a négligé cela. Alors, est-ce qu'il n'y a pas encore aujourd'hui, justement, un vrai problème d'éducation, à la fois au niveau des parents, au niveau de tout le personnel qui s'occupe de la petite enfance? Est-ce qu'on ne devrait pas faire un exposé comme celui d'aujourd'hui, par exemple, peut-être que ça se fait déjà, mais à l'ONE ou dans des structures qui finalement prennent en compte la petite enfance pour qu'il y ait une sensibilisation du personnel à ces aspects? Merci beaucoup. Moi j'ai appris beaucoup de choses quand même aussi en préparant cet exposé, parce que je ne suis pas, c'est pas moi qui suis en première ligne de ces questions-là. Et je pense qu'il y a quand même un défaut de connaissance qui existe. Alors Christine Fontaine me disait qu'elle organisait quand même la formation au niveau des pédiatres, ce qui est quand même le minimum. Au niveau des équipes hospitalières, je pense que ça fait partie des protocoles et des choses qui leur sont enseignées. Mais par contre, au niveau de l'ONE, à ma connaissance, je ne crois pas. Donc c'est un champ certainement de développement. Et puis on a prévu aussi de le refaire en séance des séminaires scientifiques du mercredi à l'hôpital, parce que je crois qu'il faut, c'est quelque chose qu'il faut taper sur le clou régulièrement, parce qu'on a une tendance parfois à l'oublier au profit des actes spécifiquement dits médicaux. Or, c'est un point extrêmement important. Ok, merci beaucoup, on va vous applaudir. Merci.